Tu dois comprendre une chose, Madeleine. Après 30 ans de mariage, il y a elle et il y a toi. Je me souviens exactement de la façon dont il a prononcé cette phrase. Lentement, comme s'il expliquait une évidence à une enfant qui tarde à comprendre. Nous étions assis dans le salon, celui que j'avais choisi, décoré, entretenu pendant des décennies. La lumière de fin d'après, à midi, entrait par la fenêtre, douce, presque bienveillante, en complet décalage avec ce qui venait de s'effondrer en moi. 30 ans de mariage. Et soudain, 2 femmes. Je n'ai pas répondu tout de suite. Mes mains reposaient sur mes genoux, parfaitement immobiles. J'avais appris, au fil des années, à ne pas réagir trop vite. À attendre que les mots fassent leur chemin. Mais ceux-là se sont plantés en moi comme des éclats de verre. Je ne te demande pas de faire une scène, a-t-il ajouté. Juste d'être raisonnable. Raisonnable. Ce mot revenait souvent quand il s'agissait de me demander de céder. André, mon mari, mon compagnon, l'homme avec qui j'avais partagé plus de la moitié de ma vie, se tenait en face de moi, droit, presque soulagé, comme s'il venait enfin de déposer un poids. Derrière lui, dans l'embrasure de la porte, il y avait une silhouette que je connaissais déjà. Trop bien. Claire. Elle n'était pas entrée. Pas encore. Elle restait là, légèrement en retrait, le visage neutre, les bras croisés. Même elle n'avait pas besoin de parler. Sa présence suffisait. Elle occupait déjà l'espace. Je me suis raclé la gorge. Tu veux dire? Quoi? Exactement. Il a soupiré, comme fatigué d'avance par ma lenteur supposée. Tu sais très bien. Les choses ont changé. Je ne peux plus continuer à faire semblant. Faire semblant. Comme si 30 années avaient été une pièce de théâtre. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Les rides nouvelles autour de ses yeux. Cette bouche que je connaissais par cœur, et qui me semblait soudain étrangère. J'ai pensé à notre mariage, à la petite Mary, à la robe simple que j'avais cousue moi-même. À la promesse, naïve peut-être, mais sincère. Et moi? Ai-je demandé, d'une voix étonnamment calme. Je suis quoi, dans tout ça? Il n'a pas hésité. C'est cela qui m'a le plus frappé. Tu es la mère de mes enfants. Tu as été une bonne épouse. Mais aujourd'hui, il faut que tu acceptes la réalité. La réalité. Sa réalité. Claire a alors fait un pas en avant. Un seul. Suffisant pour que je comprenne. Elle s'est assise sur le bord du fauteuil, comme si elle avait toujours eu le droit d'être là. Elle m'a regardée avec une politesse maîtrisée, presque compatissante. Madeleine, personne ne veut te faire du mal, a-t-elle dit. On souhaite juste que tout se passe dans le calme. Le calme. Toujours le calme. Celui qu'on exige de celles qui perdent. Je me suis sentie soudain très vieille. Pas dans mon corps, non. Dans le regard qu'on posait sur moi. J'étais devenue un obstacle à gérer. Un passé encombrant. 30 ans de vie, réduit à une transition délicate. Et tu pensais me l'annoncer comment? Ai-je demandé à André. Autour d'un café? Ou après le dîner? Il a détourné les yeux. Tu dramatises. Cette phrase a tout déclenché en moi. J'ai compris, à cet instant précis, que ce n'était pas seulement une trahison amoureuse. C'était une dépossession progressive. De ma place. De mon histoire. De ma légitimité. Claire n'était pas l'autre Sam. Elle était déjà installée. Je me suis levée. Lentement. Aucun geste brusque. Aucun cri. Je sentais quelque chose se réorganiser en moi. Comme un mécanisme ancien qu'on réactive après une longue veille. 30 ans de mariage, je répétais. Et tu penses vraiment que je vais disparaître gentiment? Ils n'ont pas répondu. Et dans ce silence lourd, j'ai perçu quelque chose de très clair. Ils avaient déjà prévu la suite. Les mots. Les décisions. Peut-être même les papiers. Ils croyaient que j'allais accepter. Que j'allais me taire. Que j'allais laisser 2 femmes se partager ma vie sans me battre. Ils se trompaient. Ce jour-là, sans hausser la voix, j'ai senti s'opérer en moi un déclic irréversible. La fin d'une loyauté aveugle. Le début d'une lucidité froide. Je ne savais pas encore comment. Je ne savais pas encore quand. Mais je savais une chose. Je ne serais pas celle qu'on efface. Et ce n'était que le commencement. Avant qu'il n'y ait 2 femmes dans sa vie, il y avait eu un début simple. Presque banal. Et c'est peut-être cela qui rendait tout plus douloureux encore.
J'avais 24 ans quand j'ai épousé André. Ce n'était pas un homme flamboyant. Il ne promettait pas des voyages, ni des passions dévorantes. Il promettait la stabilité. Une épaule solide. Une vie construite, pas à pas. À l'époque, cela me semblait suffisant. Plus que suffisant, même. J'avais grandi dans une famille où l'on manquait souvent de tout, sauf de fatigue. Alors cette idée d'un quotidien calme, prévisible, m'avait séduite. Nous nous sommes mariés à la mairie, un matin de printemps. Il pleuvait légèrement. Ma robe était simple. Je l'avais choisie blanche, mais sans dentelle, inutile. Je me souviens de la main d'André qui tremblait un peu quand il a signé. J'y avais vu de l'émotion. Peut-être étais-je déjà indulgente. Les premières années ont été celles de l'installation. Mais Un appartement modeste, des meubles récupérés, des fins de mois serrés. J'ai travaillé au début, puis j'ai arrêté quand notre premier enfant est né. Cela s'est fait sans discussion. C'était logique. André gagnait plus que moi. Moi, j'étais plus douée pour la maison. Je ne me suis pas posé de questions. J'étais fière d'assurer. Je me souviens des nuits sans sommeil, des biberons, des lessives qui s'enchaînaient. Je me souviens aussi d'André rentrant tard, fatigué, silencieux. Je lui laissais de l'espace. Je pensais que l'amour, c'était aussi savoir s'effacer quand l'autre en avait besoin. Nous avons eu un deuxième enfant. Puis le temps a commencé à s'accélérer. Les années ont filé sans que je les voie passer. Les anniversaires, les fêtes d'école, les repas du dimanche. J'étais partout, toujours. Je savais qui aimait quoi, qui craignait quoi. J'étais la mémoire vivante de notre foyer. André, lui, avançait dans sa carrière. Il changeait de costume, de collègue, de vocabulaire. Il parlait de réunions, de projets. Je l'écoutais. Je m'intéressais. Même quand je ne comprenais pas tout. Je croyais que nous grandissions ensemble. Avec le recul, je vois les premiers glissements. Des absences un peu plus longues. Des silences plus épais. Des phrases comme « Tu devrais penser un peu plus à toi ». Je les prenais pour des attentions. En réalité, elles marquaient déjà une distance. Je me suis souvent demandé à quel moment j'avais cessé d'être une femme pour devenir une fonction. La mère, l'épouse, celle qui gère, celle qui comprend, celle qui pardonne sans qu'on le lui demande. Quand les enfants sont partis, la maison est devenue trop grande. Le silence s'y installait plus lourdement. J'avais envie de parler, de projets, de voyages peut-être. André, lui, semblait déjà ailleurs. Il regardait son téléphone plus que moi. Il souriait parfois en lisant des messages qu'il ne commentait pas. Je n'ai rien dit. Mais je ne voulais pas être la femme inquiète. Je me disais que 30 ans de mariage ne pouvaient pas s'effondrer ainsi, sans raison. Et pourtant, aujourd'hui, je comprends que tout s'était préparé bien avant l'annonce. Lentement, presque méthodiquement. J'avais accepté tant de compromis qu'il allait finir par croire que j'accepterais tout. Je repense à cette phrase que je me répétais souvent. Ce n'est qu'une phase. On se raconte cela pour tenir, pour ne pas regarder en face ce qui dérange, mais pour ne pas risquer la rupture. J'avais confondu fidélité et immobilité. Pendant 30 ans, j'avais été présente, disponible, loyale, et sans m'en rendre compte, j'avais laissé ma place devenir négociable. Quand André m'a parlé de réalité, ce jour-là, il parlait d'une réalité qu'il avait construite en silence, pendant que je continuais à croire à la nôtre. Assise seule, le soir, après son annonce, j'ai revu notre vie comme un long fil. Pas un mensonge total, mais une histoire où j'avais aimé plus fort, où j'avais donné plus, où j'avais cru que la durée suffisait à protéger. Ce n'était pas une erreur d'avoir aimé, Chammy, mais c'en aurait été une de continuer à m'effacer. Car si 30 ans de mariage pouvaient être balayés en quelques phrases calmes, alors, il était temps que je cesse, moi aussi, de faire semblant. Les premiers signes n'ont pas pris la forme d'une trahison visible. Ils se sont glissés dans le quotidien, à pas feutrés, presque aimables. À l'époque, je n'aurais jamais osé employer le mot humiliation. J'aurais parlé de maladresse, de fatigue, de malentendu. J'étais devenue experte pour trouver des excuses à ce qui me blessait. Tout a commencé par de petites phrases. Des remarques dites sans méchanceté apparente, mais qui laissaient une trace. Tu devrais sortir un peu plus, voir du monde. Tu sais, tu n'es plus obligé de tout faire comme avant. Je souriais. Je répondais que j'allais y penser.
Je croyais qu'il s'agissait d'une attention. Avec le recul, je comprends que c'était déjà une manière de me déplacer hors du centre. Puis il y a eu les silences. André parlait moins. Il rentrait plus tard. Quand je lui demandais comment s'était passée sa journée, il répondait par des phrases courtes, mécaniques. Son esprit semblait ailleurs. Je sentais que je le dérangeais parfois, comme une voix trop familière, dans un décor qu'il voulait renouveler. Un soir, alors que je racontais une anecdote du passé, il m'a interrompu. On a déjà entendu cette histoire. Il n'y avait pas de colère dans sa voix. Juste une lassitude froide. J'ai arrêté de parler. Ce fut la première fois que je me suis sentie de trop dans ma propre maison. Peu à peu, mes habitudes ont été commentées. Ma façon de m'habiller, de cuisiner, de m'organiser. Tu pourrais faire plus simple. Ce n'est plus vraiment à la mode. Je me suis mise à douter, à changer, sans trop comprendre pourquoi. À me demander si je n'étais pas devenue invisible, sans m'en rendre compte. Il y a eu aussi les comparaisons, plus subtiles, des prénoms glissés dans la conversation, des collègues dynamiques, des femmes étonnantes. Il n'y avait jamais d'accusation directe, juste des contrastes, et je me retrouvais toujours du mauvais côté. Je faisais des efforts, j'écoutais davantage, je parlais moins. Je voulais rester désirable, intéressante, digne. Mais chaque pas que je faisais vers lui semblait l'éloigner un peu plus. Comme si mon effacement confirmait, à ses yeux, que j'étais déjà en train de sortir du cadre. Mais quand les humiliations ont fini par devenir plus nettes. Un jour, il a invité des amis sans me prévenir. Je me suis retrouvée à servir le repas, souriante, tandis qu'il racontait des anecdotes où je n'existais pas. J'étais là, physiquement, mais absente de son récit. Une autre fois, il a corrigé une de mes phrases devant d'autres personnes. Ce n'est pas exactement comme ça, a-il dit. J'ai rougi. Je me suis tue. Personne n'a relevé. Moi, si. Je me disais que c'était le prix à payer pour préserver la stabilité. 30 ans de mariage, ça ne se jette pas à la légère. Je pensais que mon rôle était de tenir, de comprendre, de ne pas dramatiser. On m'avait appris que les femmes solides encaissent sans bruit. Mais, à force, j'ai commencé à me sentir étrangère à moi-même. Je choisissais mes mots, je surveillais mes gestes, j'anticipais ses réactions. J'avais peur de dire trop, peur de dire mal, peur d'être celle qui dérange. Un soir, devant le miroir, j'ai eu du mal à me reconnaître. Pas physiquement, intérieurement. Où était passée la femme qui riait sans calcul? Celle qui parlait, sans demander la permission. J'avais l'impression de vivre à côté de ma propre vie. Ces petites humiliations n'étaient pas isolées. Elles formaient un ensemble cohérent. Une lente érosion. Une manière de me préparer, sans que je le comprenne encore, à accepter l'inacceptable. Je continuais pourtant à me taire. Par fidélité, par peur, par habitude. Parce que je croyais encore que l'amour devait survivre à tout, même à la disparition progressive de soi. Je ne savais pas encore qu'un jour, très bientôt, il y aurait une phrase de trop, un geste irréversible, et que tout ce que j'avais encaissé en silence viendrait, d'un seul coup, réclamer sa vérité. La goutte d'eau n'est pas arrivée sous la forme d'un aveu. Elle n'a pas été accompagnée de larmes ni de cris. Elle s'est présentée comme une simple phrase, prononcée presque distraitement, un soir ordinaire. Et c'est peut-être cela qui l'a rendue irréversible. Nous étions à table. J'avais préparé un dîner simple. André mangeait sans vraiment lever les yeux. À un moment, il a posé sa fourchette et a dit, comme on annoncerait un changement d'horaire, « Dès au fait, samedi, je ne serai pas là. » J'ai levé la tête. « Ah bon? Tu vas où ?» Il a hésité une fraction de seconde. Pas assez longtemps pour réfléchir, mais assez pour trahir quelque chose. « Je vais aider quelqu'un. » Quelqu'un? Ouah, ce mot flottait entre nous, lourd. Je n'ai rien dit tout de suite. J'ai attendu. J'avais appris à attendre. Mais il n'a rien ajouté. Il a repris son repas, comme si la conversation était close. C'est là que j'ai compris que, désormais, on ne me devait même plus d'explications. André, ai-je murmuré. Depuis quand tu aides quelqu'un, sans m'en parler? Il a soupiré. Ce soupir-là, je le connaissais, et signifiait que j'étais déjà en tort. Tu compliques tout, Madeleine. Marche, j'ai senti une tension me traverser. Je complique quoi? Le fait de vouloir savoir ce que fait mon mari? Il m'a regardé.
enfin. Un regard dur, presque agacé. Tu devrais accepter que tout ne te concerne plus. Cette phrase m'a coupé le souffle. Tout ne me concernait plus. J'ai posé ma serviette, lentement. Mes mains tremblaient à peine. Depuis quand? Il s'est levé, a commencé à débarrasser, évitant mon regard. Si, depuis un moment. Un moment. Toujours ces mots vagues, qui effacent la responsabilité. J'ai senti que si je me taisais encore, je disparaîtrais complètement. Alors j'ai insisté. Dis-le clairement. Il s'est arrêté. Il a fermé les yeux une seconde. Puis il a dit, sans me regarder. Je vois quelqu'un. Le monde ne s'est pas effondré d'un coup. Il s'est vidé. Comme si l'air avait quitté la pièce. J'ai ressenti une chaleur étrange dans la poitrine, suivie d'un froid brutal. 30 ans. 30 ans de lit commune réduit à 4 mots. Depuis quand? Ai-je demandé. Il a haussé les épaules. Ça n'a pas d'importance. C'est là que quelque chose s'est brisé en moi. Pas le mariage, il l'était déjà, mais l'illusion que j'avais encore une place à défendre. Que j'étais encore considérée comme une personne à qui l'on doit la vérité. Je me suis levée. J'ai marché jusqu'au salon. Je me souviens très précisément du bruit de mes pas sur le parquet. Chaque pas résonnait comme une affirmation silencieuse. Je suis encore là. Tu sais ce qui est le plus violent? Ai-je dit en me retournant. Ce n'est pas qu'il y ait une autre femme. C'est que tu m'annonces ça comme une formalité. Comme si j'étais déjà sortie de l'équation. Il n'a rien répondu. Et ce silence a confirmé tout le reste. Plus tard dans la soirée, alors qu'il était sous la douche, j'ai ouvert un tiroir de son bureau. Ce n'était pas prémédité. C'était instinctif. À l'intérieur, il y avait des papiers, des factures et un dossier, rangé soigneusement, des réservations, des relevés, un contrat de location, un appartement. J'ai dû m'asseoir. Il n'avait pas seulement une autre femme. Il avait une autre vie. Préparée, organisée, financée. Pendant que je continuais à croire que notre couple traversait une phase, j'ai compris, à cet instant précis, que je n'étais pas face à une crise, mais face à une stratégie. Que mon effacement progressif n'était pas un dommage collatéral, mais une condition nécessaire pour qu'il puisse avancer, sans résistance. Quand André est sorti de la salle de bain, je n'ai rien dit. Je n'ai pas brandi l'épreuve. Je n'ai pas crié. Je l'ai regardé, simplement. Et, dans ce regard, il a compris que quelque chose avait changé. Ce soir, je n'ai pas pleuré. J'ai rangé les papiers exactement comme je les avais trouvés. J'ai fermé le tiroir. Et je suis allée me coucher avec une certitude froide, nette, définitive. Je ne discuterai plus pour exister. Je ne supplierai plus pour être respectée. La goutte d'eau était tombée. Et je venais de décider que je ne serais plus celle qui encaisse. Les nuits qui ont suivi ont été d'une longueur inhabituelle. Je me couchais tôt, par fatigue, plus que par envie de dormir, et je restais là, les yeux ouverts, à écouter la respiration d'André, à l'autre bout du lit. Elle n'avait rien de coupable. Elle était régulière, presque paisible. Cette tranquillité m'était devenue insupportable. Je revivais sans cesse la scène. La phrase dite sans précaution. Le tiroir ouvert. Les papiers découverts. J'essayais de comprendre à quel moment exact notre histoire avait basculé dans quelque chose qui m'échappait complètement. Était-ce récent? Ou avais-je simplement refusé de voir, pendant des années, ce qui se préparait? Parfois, je me levais au milieu de la nuit. J'allais m'asseoir à la table de la cuisine, dans le noir, sans allumer la lumière. Je posais mes mains à plat sur le bois froid. Ce contact me rassurait. Il me rappelait que j'étais encore là, solide, réelle, malgré le vertige intérieur. Je pensais beaucoup à moi, à celle que j'avais été avant le mariage. À cette jeune femme, qui croyait que l'amour suffisait à garantir le respect. Je mesurais à quel point je m'étais peu à peu adaptée, ajustée, réduite. Non pas parce qu'on me l'avait ordonné, mais parce que j'avais cru que c'était le prix à payer pour durer. Le conflit intérieur était violent. Une part de moi voulait confronter André immédiatement, poser les preuves sur la table, l'obliger à parler, à reconnaître. L'autre part, plus silencieuse, plus lucide, me retenait. Elle me soufflait que la colère précipitée ne ferait que me fragiliser davantage, que j'avais déjà trop donné dans la réaction émotionnelle. Alors, j'ai choisi de me taire, pas par soumission,
par stratégie, même si je n'osais pas encore appeler cela ainsi. Un matin, j'ai sorti un vieux carnet du tiroir du buffet. Il était presque vide. Je l'utilisais autrefois pour noter des recettes, des numéros de téléphone. Je l'ai ouvert à la première page blanche. J'y ai écrit la date. Puis, très calmement, j'ai commencé à noter ce que je savais. Les faits, les phrases exactes, les documents découverts. Sans interprétation, sans adjectif inutile. Ce geste a été déterminant. Mettre les choses par écrit me permettait de sortir du brouillard. Je constatais que ma mémoire était précise, que je n'exagérais rien, que je n'étais ni paranoïaque, ni confuse. J'avais affaire à une réalité froide, mais cohérente. Je me suis mise à observer autrement les horaires d'André, ses appels, ses absences. Je ne faisais aucun commentaire. Je posais parfois des questions anodines. Il répondait vaguement. Je notais, sans haine, sans impatience. Je me suis aussi surprise à prier. Pas pour sauver le mariage, pas pour qu'il revienne. Je priais pour rester digne, pour ne pas me trahir moi-même dans la manière d'affronter ce qui venait. Je demandais de la clarté, pas du courage spectaculaire, juste cette lucidité tranquille qui empêche de sombrer. Un après-midi, seule dans la maison, j'ai pris une décision simple, mais lourde de sens. Je n'agirai plus sans comprendre. Je n'accepterai plus aucune parole sans preuve. Et surtout, je ne signerai plus rien. Rien, tant que je n'aurai pas une vision complète de ma situation. J'ai commencé à rassembler mes papiers personnels. Actes, relevés, contrats. Je découvrais que beaucoup de choses m'échappaient. Certaines décisions avaient été prises pour nous, mais sans que je m'en souvienne clairement. Cette prise de conscience m'a glacée, mais elle a aussi renforcé ma détermination. Le soir, André continuait à vivre comme si de rien n'était. Il me parlait de banalités. Je répondais poliment. Il devait croire que j'encaissais. Encore. Qu'il me suffirait de temps pour m'habituer à l'idée de devenir l'ancienne femme. Il se trompait. Dans ce silence que je cultivais désormais avec soin, quelque chose se réorganisait en moi. Je ne préparais pas une scène, je préparais ma survie morale. Et, sans le savoir encore, je me rapprochais du moment où je cesserais d'être spectatrice de ma propre vie. La préparation ne s'est pas faite dans la précipitation. Elle a pris la forme d'un travail patient, presque invisible, comme ces coutures solides qu'on réalise à l'envers du tissu. À l'extérieur, rien ne semblait changer. À l'intérieur, tout se réorganisait. J'ai commencé par classer. Une tâche simple en apparence, mais décisive. J'ai vidé un tiroir, puis un autre. J'ai étalé les papiers sur la table du salon, par catégorie. Ce qui me concernait directement, ce qui concernait la maison, ce qui relevait des comptes communs. J'ai découvert des zones floues, des documents que je n'avais pas signés moi à même, des décisions prises pour nous, sans véritable discussion. Cette constatation m'a serré la poitrine, mais elle a aussi renforcé ma résolution. Je ne voulais plus avancer dans le brouillard. Et là, j'ai pris rendez-vous avec un notaire. J'ai choisi une étude où je n'avais jamais mis les pieds, pour éviter toute proximité, toute habitude. Le jour venu, j'ai traversé la ville seule, le dossier sous le bras. Dans la salle d'attente, je me suis sentie étonnamment calme. Comme si le fait de m'asseoir là, face à un professionnel, me rendait déjà une part de mon autorité. Je n'ai pas raconté ma vie. J'ai exposé des faits. 30 ans de mariage, un bien commun, des comptes, une situation devenue incertaine. Le notaire m'a écouté attentivement, sans jugement. Il m'a expliqué mes droits, lentement, avec des mots clairs. Chaque phrase était comme une pierre posée sous mes pieds. Vous devez vous protéger, madame. À ATA, il dit simplement. Ces mots m'ont touché plus que je ne l'aurais cru. Se protéger. Je n'avais jamais pensé les choses ainsi. J'avais toujours protégé les autres. À partir de là, tout s'est enchaîné. J'ai ouvert un compte bancaire à mon nom, dans une autre agence. J'y ai transféré une partie de ce qui m'appartenait légalement. J'ai demandé des relevés détaillés. J'ai pris le temps de lire chaque ligne. Je ne signais plus rien sans comprendre. Cette prudence nouvelle me donnait une force tranquille. À la maison, je continuais à agir comme avant. Je préparais les repas, je répondais aux questions d'André sans entrer dans les détails. Il me parlait de son travail, de ses déplacements. Je l'écoutais poliment. Deux fois, je ne cherchais plus à obtenir des explications. J'observais. Il devait croire que je m'habituais. Que je faisais ce que j'avais toujours fait.
m'adapter. J'ai également consulté un avocat, discrètement. Pas pour lancer une procédure, pas encore. Pour comprendre. Pour savoir jusqu'où aller sans me perdre. Il m'a confirmé que certaines décisions prises par André pouvaient être contestées. Il m'a surtout conseillé de rester calme, de documenter, de ne rien laisser au hasard. Le soir, je notais tout dans mon carnet. Les dates, les conversations, les absences, les montants. Ce rituel m'apaisait. Il me rappelait que je n'étais plus passive. Que je construisais, pierre après pierre, une sortie digne. Un jour, j'ai pris une décision symbolique. J'ai commencé à trier mes affaires personnelles. Non pour partir immédiatement, mais pour me rappeler que j'avais une vie à moi. J'ai choisi ce que je garderais, ce qui m'était essentiel. Ce geste, simple en apparence, m'a redonné une sensation d'espace intérieur. André, de son côté, devenait plus détendu. Il croyait que la tempête était passée. Il parlait de solutions raisonnables, de séparation à l'amiable. Je répondais par des phrases neutres. Je n'étais ni hostile ni conciliante. J'étais présente, mais ailleurs. Je sentais parfois monter une tristesse profonde. 30 ans ne s'effacent pas sans douleur. Mais cette tristesse n'était plus paralysante. Elle cohabitait avec une lucidité nouvelle. J'acceptais de perdre certaines choses pour ne pas me perdre moi à même. La préparation touchait à sa fin. Tout était en place. Les comptes, les conseils, les documents. Je n'avais rien annoncé. Je n'avais rien exigé. Je savais que le moment viendrait où la réalité s'imposerait d'elle à même, sans éclat. Je ne préparais pas une vengeance. Je préparais ma liberté. Et, dans ce travail silencieux, j'avais retrouvé quelque chose que je croyais disparu. Le respect de moi à même. Le moment de la confrontation n'a pas ressemblé à ce que j'avais imaginé autrefois. Il n'y a pas eu de cris, ni de larmes spectaculaires. Il s'est imposé avec une évidence calme, presque administrative, comme une porte qui se ferme parce que toutes les serrures ont déjà été tournées. Mais c'était un samedi matin. André préparait son café, détendu, sifflotant même. Cette légèreté m'a frappée. Elle disait tout. Il se croyait arrivé au bout du chemin sans résistance. J'ai posé mon sac sur la table, lentement, et je me suis assise en face de lui. Il faut qu'on parle, ai-je dit. Il a levé les yeux, surpris, mais pas inquiet. Si tu veux. J'ai sorti une chemise de document. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Je l'ai laissée là, visible. Ce simple geste a changé l'air de la pièce. Son sourire s'est figé. J'ai vu les comptes, et ai-je commencé. Les virements. Le bail de l'appartement. Les décisions prises sans moi. Il a tenté de m'interrompre. Écoute, Madeleine, tout ça est plus compliqué que tu ne crois. Je l'ai arrêté d'un geste. Pas brusque. Définitif. Laisse à moi finir. Je n'élevais pas la voix. Je ne tremblais pas. Je me sentais étonnamment solide, comme si mes pieds étaient ancrés dans le sol. J'ai parlé de ce que je savais. Pas de ce que je ressentais. Les faits, seulement. Les dates, les montants, les conséquences. À mesure que je parlais, André pâlissait. Il comprenait. Il voyait que je n'étais plus dans l'émotion, mais dans la maîtrise. Que le terrain lui échappait. Tu ne pouvais pas me faire ça dans le dos. A-il murmuré. Cette phrase m'a presque fait sourire. C'est exactement ce que tu as fait. Il a cherché des excuses. La fatigue. La confusion. La peur de me faire du mal. Les mots sortaient en désordre. J'ai attendu qu'il se taise. Voilà ce qui va se passer, et à jeudi. Les comptes sont désormais séparés. Les démarches sont lancées. Tout ce qui me concerne m'appartient. Je ne discuterai pas de cela. Il a voulu négocier, parler d'arrangement, de compromis, de bien commun. J'ai secoué la tête. Les compromis, je les ai faits pendant 30 ans. Maintenant, c'est terminé. Il s'est levé, a fait quelques pas. Nerveux. Tu ne peux pas me faire ça comme ça. Je l'ai regardé, vraiment. Je ne te fais rien. Je reprends ce qui est à moi. Il y a eu un silence long, pesant. Puis il a lâché, presque malgré lui. Elle ne va pas aimer. Cette phrase a tout révélé. Elle. Toujours elle. J'ai compris alors que je n'avais jamais été en concurrence avec une femme. J'avais été remplacée dans un système où je n'étais plus qu'une variable. Ce n'est plus mon problème, ai-je répondu. Ce jour-là, le piège s'est refermé.
mais pas celui qu'il avait imaginé. Il croyait pouvoir gérer le temps, les émotions, les conséquences. Il croyait que ma patience durerait encore. Il n'avait pas prévu ma lucidité. Les jours suivants ont confirmé ce basculement. Les appels pressants, les tentatives de justification, les demandes de rendez-vous pour parler calmement. J'ai répondu une fois, par écrit, de manière claire et brève. Puis j'ai cessé. Il a compris que je ne reviendrais pas en arrière, que la maison n'était plus un terrain de négociation, que l'argent n'était plus un levier, que mon silence n'était plus une faiblesse, mais une frontière. Je n'ai pas cherché à humilier. Je n'ai rien raconté autour de moi. Je n'ai pas cherché des alliés. La vérité faisait son chemin, seule, implacable, parce qu'elle était documentée, posée, irréfutable. Un soir, alors que je fermais les volets, j'ai ressenti une étrange sérénité. Ce n'était pas de la joie. C'était mieux que ça. C'était la certitude d'avoir agi au bon moment, de la bonne manière. Le piège s'était refermé sans bruit, et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus à me justifier d'exister. Après cette confrontation, tout s'est délité avec une rapidité presque déroutante. Comme si, une fois la vérité posée sur la table, plus rien ne tenait vraiment. Je n'étais plus au centre des échanges, et c'est précisément cette mise à l'écart qui m'a permis de voir la suite avec une clarté nouvelle. André a d'abord tenté de reprendre la main. Des messages courts, nerveux. Il faut qu'on parle. On ne peut pas régler 30 ans comme ça. Je lisais, puis je reposais le téléphone. Je ne ressentais plus cette urgence à répondre, cette peur de mal faire. Chaque silence de ma part le désarmait un peu plus. Claire, elle, a réagi différemment. Elle a écrit une longue lettre, soigneusement formulée. Elle parlait de circonstances, de sentiments incontrôlables, de respect malgré tout. Elle disait ne pas vouloir me voler ma place. Cette phrase m'a frappée, comme si une place pouvait être prise sans consentement, sans violence. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à négocier. Autour de nous, la famille a commencé à bruisser. Les rumeurs circulaient. Certains prenaient parti, d'autres se contentaient de répéter ce qu'ils avaient entendu. On me décrivait tantôt comme une femme digne, tantôt comme quelqu'un de rigide, incapable de comprendre la vie. Ces jugements m'atteignaient moins que je ne l'aurais cru. J'avais cessé de chercher l'approbation. Une sœur d'André m'a appelée. Sa voix était hésitante. Elle voulait comprendre. Je lui ai expliqué, calmement, sans entrer dans les détails intimes. Elle a écouté longtemps, puis a murmuré. Je ne savais pas. Ce fut la seule conversation de ce genre que j'ai acceptée. Le reste ne m'appartenait plus. Dans leur couple, les fissures sont vite apparues. Je l'ai compris par des phrases rapportées, par des silences inhabituels. André reprochait à Claire sa précipitation. Claire lui reprochait son manque de courage. Les rôles se redistribuaient, et le nous qu'il m'avait opposé se dissolvait à son tour. Je n'éprouvais ni satisfaction, ni tristesse particulière. C'était la logique des choses. Une relation construite sur l'effacement de l'autre finit toujours par se heurter à sa propre fragilité. De mon côté, je me suis concentrée sur ce qui dépendait de moi. Les démarches suivaient leur cours, les papiers s'enchaînaient, chaque signature était un pas de plus vers une autonomie concrète. Je ressentais parfois une fatigue profonde, presque physique. 30 ans de J ne se dénouent pas sans laisser de traces. Mais cette fatigue était différente de l'épuisement d'autrefois. Elle venait de l'effort de me tenir droite, pas de celui de me taire. Je recevais encore des messages, certains bienveillants, d'autres maladroits. Je répondais rarement. Quand je le faisais, c'était bref, factuel. Je sentais que ma parole avait changé de poids. Elle n'était plus là pour apaiser, mais pour poser des limites. Un après-midi, en rangeant des affaires, je suis tombée sur une vieille photo de notre mariage. Nous étions jeunes, souriants, pleins d'une confiance naïve. Je l'ai regardée longtemps. Il n'y avait pas de colère en moi, juste une mélancolie douce. Cette image appartenait à un autre temps, à une autre version de nous. Je l'ai rangée dans une boîte, sans la déchirer. Les semaines ont passé. La maison est devenue plus silencieuse. André passait moins. Quand il le faisait, c'était pour des raisons pratiques. Nous parlions comme deux personnes qui se connaissent trop pour se mentir encore, mais pas assez pour se retrouver. Cette distance nouvelle me convenait. Elle était nette, sans ambiguïté.
Je sentais aussi que quelque chose se déplaçait en moi. Une forme de détachement. Non pas de l'indifférence, mais la fin de cette obligation intérieure de réparer ce qui n'était plus réparable. J'avais longtemps cru que maintenir le lien était un devoir absolu. Je comprenais désormais que certains liens se transforment ou se terminent sans que ce soit un échec. En observant cette famille se réorganiser sans moi, j'ai ressenti une étrange liberté. Je n'étais plus définie par mon rôle d'épouse, ni par celui de femme quittée. J'étais simplement quelqu'un qui avançait, à son rythme, hors du chaos. Ce n'était pas une victoire éclatante. C'était une sortie digne. Et, dans ce retrait assumé, je découvrais une force nouvelle, celle de ne plus être aspiré par le désordre des autres. Le nouveau départ ne s'est pas fait dans le bruit, ni dans l'euphorie. Il s'est installé doucement, presque à mon insu, comme une respiration qui retrouve son rythme après une longue apnée. J'ai quitté la maison un matin clair, sans cérémonie. Les pièces étaient nues, dépouillées de ce qui faisait autrefois leur chaleur. Je n'ai pas fait le tour une dernière fois. Je savais que, si je regardais trop longtemps, je risquais de confondre nostalgie et regret. L'appartement que j'ai trouvé se situait à l'écart, dans un quartier calme. 2 pièces, un balcon étroit, une vue dégagée sur des arbres que je ne connaissais pas encore. Rien d'extraordinaire, mais tout y était à moi. Les clés, d'abord. Ce petit objet banal qui, pour la première fois depuis longtemps, ne symbolisait ni concession, ni menace. J'ai ouvert la porte, j'ai posé mes affaires, et j'ai senti quelque chose se relâcher en moi. Les premiers jours, j'ai vécu au ralenti. J'ai rangé sans empressement. J'ai laissé des cartons fermés, volontairement. Je voulais apprivoiser l'espace avant de l'occuper. Le matin, je buvais mon café près de la fenêtre, observant les passants sans me demander ce qu'ils pensaient de moi. Cette indifférence était apaisante. Elle me rendait invisible d'une manière choisie, et non subie. J'ai repris des habitudes simples, que j'avais abandonnées sans m'en rendre compte. Marcher longtemps, sans but précis. Lire l'après à midi. Écrire parfois, quelques lignes. Non pour consigner des faits ou des preuves, mais pour noter une sensation, une lumière, une pensée qui me traversait. Mon carnet avait changé de fonction. Il n'était plus un outil de défense. Il devenait un lieu d'expression. André m'a appelé une fois. Sa voix était plus basse, moins assurée. Il parlait de démarche, de choses pratiques. Je répondais calmement. Nous ne revenions pas sur le passé. Il n'y avait plus rien à expliquer. Cette sobriété dans nos échanges me convenait. Elle mettait fin à des années de malentendus feutrés. J'ai rencontré quelques voisins, des salutations polies, des échanges sans enjeu. Une femme de mon âge m'a proposé un café. Nous avons parlé du quartier, des commerces, du temps. Elle ne m'a posé aucune question personnelle. Cette retenue m'a touchée. Je n'avais plus besoin de raconter mon histoire pour justifier ma présence. La solitude, que j'avais tant redoutée, ne m'a pas écrasée. Elle s'est révélée différente. Moins lourde que celle que je portais auparavant, au cœur même du couple. Cette solitude était claire, choisie, habitable. Je pouvais l'ouvrir ou la fermer à ma guise. Il m'est arrivé de penser à Claire, à cette autre femme, entrée dans ma vie sans m'y être invitée. Je ne ressentais plus de colère. Juste une distance lucide. Elle avait pris une place qui ne m'appartenait déjà plus. Cela ne disait rien de ma valeur, seulement de mes limites, d'alors. Bien un après-midi, assise sur le balcon, j'ai pris conscience d'une chose essentielle. Je n'attendais plus rien. Ni réparation, ni excuse, ni reconnaissance tardive. Cette absence d'attente était une libération. Elle me permettait d'habiter pleinement le présent, sans le plier au passé. Je ne savais pas encore de quoi l'avenir serait fait. Peut-être d'un apaisement durable. Peut-être de moments de doute. Mais je savais désormais que je pouvais avancer sans me trahir. Que je pouvais vivre sans me réduire pour maintenir un équilibre artificiel. Ce nouveau départ n'était pas une revanche. C'était un retour à moi-même. Et, dans ce silence choisi, je découvrais une forme de paix que je n'avais jamais vraiment connue. Il m'arrive encore, certains soirs, de m'asseoir, sans allumer la lumière. L'appartement est silencieux, traversé seulement par les bruits lointains de la rue. Dans cette pénombre, je laisse les pensées venir, sans les retenir, comme on laisse passer des nuages. Ce sont souvent les mêmes images qui reviennent, 30 années de vie partagée,
des gestes répétés, des mots jamais dits, et cette frontière invisible que j'ai franchie trop tard, mais que j'ai franchie tout de même. Je ne me raconte plus d'histoire. Pendant longtemps, j'ai cru que durer était une preuve de réussite. Que rester, coûte que coûte, était une forme de loyauté supérieure. J'ai confondu l'endurance avec l'amour et le sacrifice avec la dignité. Aujourd'hui, je sais que certaines fidélités nous abîment plus qu'elles ne nous élèvent. Non, je pense parfois à André, à l'homme que j'ai aimé et à celui qu'il est devenu. Je ne le hais pas. La haine demanderait une énergie que je n'ai plus envie de gaspiller. Je ne l'excuse pas non plus. Il a fait des choix. Moi aussi, désormais. Et ces choix ne se croisent plus. C'est une vérité simple, presque neutre, mais profondément apaisante. Il m'a écrit récemment. Quelques lignes, sobres, maladroites. Il parlait de regrets, sans vraiment les nommer. De solitude aussi. J'ai lu la lettre lentement, puis je l'ai rangée. Pas par froideur, par clarté. Certaines réponses ne servent qu'à rouvrir des portes que l'on a mis des années à refermer. Je ne suis plus obligée d'être celle qui rassure, qui explique, qui répare. Il y a encore des matins où une tristesse discrète s'invite. Pas une douleur vive, mais une mélancolie douce, presque élégante. Elle me rappelle que rien ne se termine sans perte. Que reprendre sa place signifie aussi renoncer à certaines illusions. Celle de la reconnaissance tardive, celle d'un pardon miraculeux, celle d'une réparation parfaite. J'accueille cette tristesse. Elle ne me submerge plus. Elle me traverse, puis s'en va. Je repense souvent à la femme que j'étais avant de comprendre. Celle qui faisait attention à ses mots, à ses gestes, à sa présence même. Celle qui croyait que se faire petite était une preuve de maturité. J'aimerais lui dire qu'elle n'avait rien à prouver, que son existence suffisait. Mais je sais aussi qu'on entend ce genre de vérité qu'au moment où l'on est prêt. Ah, aujourd'hui, ma vie est plus simple. Plus modeste, peut-être, mais elle est alignée. Je ne vis plus dans l'attente d'un regard approbateur. Je ne calcule plus mes silences. Je choisis. Et ce choix, quotidien, me rend plus forte que toutes les concessions que j'ai accumulées par le passé. Il m'arrive de parler avec d'autres femmes, de mon âge ou plus jeunes. Certaines se taisent longuement quand elles évoquent leur couple, leur famille, leur fatigue. Je reconnais ce silence. Il est lourd de choses retenues. Alors je leur dis, sans donner de leçons, tu sais, on a le droit de poser des limites, même tard. Je vois parfois leurs yeux se troubler. Je n'ajoute rien. Chacune doit trouver son propre moment. Je n'ai pas reconstruit une nouvelle vie spectaculaire. Je n'ai pas cherché à prouver quoi que ce soit. J'ai simplement réappris à habiter la mienne, sans m'excuser, à écouter ce qui me fait du bien, à refuser ce qui m'efface. Cette reconquête silencieuse vaut toutes les victoires bruyantes. Si je regarde en arrière, je ne vois pas seulement une trahison. Je vois un long apprentissage. Celui d'une femme qui a cru que l'amour exigeait l'effacement et qui a découvert, tardivement mais sûrement, tel que la dignité commence là où l'on cesse de se nier. Ce n'est pas une morale. C'est une expérience vécue, inscrite dans le corps et dans le temps. Je ne sais pas ce que demain m'apportera. Peut-être de nouvelles rencontres. Peut-être une solitude durable. Peu importe. Je sais désormais que je peux traverser l'incertitude sans me perdre. Que je peux me taire, sans disparaître, et parler sans me justifier. Et si je devais laisser une seule phrase, comme un fils tendu vers celles et ceux qui diront ces mots, ce serait celle-ci. Le silence n'est pas toujours une fuite. Lorsqu'il est choisi, lorsqu'il protège et prépare, il devient une force. Le silence peut aussi être une forme de justice.